Brève histoire de la psychanalyse, troisième partie. Dans une première partie, je vous proposais une brève histoire de la psychanalyse de l'Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Puis, dans une seconde partie, une brève histoire de la psychanalyse depuis Freud jusqu'aux années 1980. Aujourd'hui, j'aborde l'évolution de la psychanalyse des années 1980, donc jusqu'à nos jours. Peut-on parler du déclin de la psychanalyse depuis la fin du XXe siècle ? Je tenterai de répondre à cette question en abordant 4 points qui, selon moi, ont eu une influence sur le ralentissement de l'engouement pour la psychanalyse. D'abord l'héritage de Lacan, puis le DSM, ensuite le succès des thérapies cognitivo-comportementalistes et enfin l'intérêt depuis les années 2000 pour le développement personnel. Si Jacques Lacan a apporté beaucoup à la psychanalyse, autant d'un point de vue théorique, on lui doit l'explication de la psychose par la forclusion du nom du père, l'idée que l'inconscient est structuré comme un langage, le stade du miroir pour ne citer que les théories les plus connues, que d'un point de vue pratique, avec une nouvelle forme de séance et la création d'une école pour assurer la formation des futurs psychanalystes, il n'en reste pas moins que son approche n'est pas destinée au grand public et que ses discours et conférences restent très sibyllins, voire hermétiques. Il y a surtout la dissolution de l'école freudienne de Paris début 1980, après quelques années de crise, et son discours pour la refondation de la cause freudienne. Certaines théories ou pratiques seront reprochées à Lacan, principalement sa pensée paradoxale quant aux théories freudiennes, mais globalement, la pensée lacanienne fera avancer la recherche en études psychanalytiques. Il n'en reste pas moins que Lacan donne à la psychanalyse cette image d'une science recluse sur elle-même qui n'aurait d'intérêt que pour les théoriciens de la psychanalyse, un univers qui semble inaccessible si l'on n'en possède pas les mots-clés au préalable. Comme si les théories lacaniennes avaient quelque part dérivé vers la sphère intellectuelle et oublié en chemin la clinique, le soin à défaut de guérison, l'accompagnement des personnes. La même année que la crise de l'école freudienne de Paris, c'est la publication du DSM-3 qui va écarter la psychanalyse du monde médical. Qu'est-ce que le DSM ? C'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui répertorie et classifie les différents troubles mentaux. Les 2 premiers manuels ont été créés en 1952 et 1968. Le premier répertoriant 60 pathologies, le second 145. Ces 2 premières éditions étaient structurées selon la distinction entre psychose et névrose proposée par la psychanalyse. Le DSM-3 va prendre une tournure anti-psychanalytique, se détachant des théories donc psychanalytiques en leur préférant les théories comportementalistes. Au fil de ces publications, la dernière étant celle du DSM-5 en 2013, l'APA, l'Association américaine de psychiatrie, voulait s'écarter de toute théorie et plus particulièrement de celle de la psychanalyse. De cette façon, la psychanalyse fut un peu plus écartée du monde médical et de la science. La psychiatrie, nous venons de le voir, s'intéressait davantage aux théories comportementalistes inspirées du behaviorisme. À partir des années 1980, les thérapies cognitivo-comportementalistes vont avoir un vrai succès. Alors que la psychanalyse demande un long travail intérieur, qu'elle a la réputation de coûter très cher et d'être par conséquent peu accessible à tous, les thérapies comportementalistes vont s'avérer d'une redoutable efficacité. Elles sont rapides, elles ne nécessitent pas d'avoir à creuser dans le passé, évitant ainsi tout risque de faire remonter des choses désagréables. Elles ne s'intéressent qu'aux symptômes et non à son origine, et traitent uniquement ce symptôme. Elles sont nombreuses et offrent ainsi un éventail de techniques et de méthodes que le malade peut choisir en fonction de son efficacité. Et surtout, elles garantissent la guérison, le symptôme disparaissant au fil des séances avec le thérapeute.
Le dernier facteur qui a favorisé le déclin de la psychanalyse, c'est l'émergence du développement personnel dans les années 2000. Sorte de fourre-tout qui n'a plus rien à voir avec la thérapie, dans lequel on retrouve le coaching, la psychologie positive, la parentalité bienveillante, le féminin sacré, les miracle morning, etc. Ces techniques proposent de se développer soi-même, par soi-même, dans l'instant présent, avec pour objectif de se révéler à soi-même en mieux, de se libérer au maximum des contingences de l'existence, de devenir un être meilleur, plus efficace, plus productif, bienveillant et plein de gratitude. Ces méthodes nient à la fois la part sombre que chacun détient en lui-même, l'altérité et surtout le symptôme et ses manifestations. Alors si elles peuvent apporter une amélioration dans la vie des personnes qui y ont recours, il n'en reste pas moins qu'elles ne sont pas du tout adaptées aux différentes pathologies de notre époque. Elles peuvent même les exacerber. Alors je l'admets, cette troisième partie est à charge, dans une tentative qui pourrait paraître désespérée de sauver la psychanalyse d'une mise au ban de cette société moderne qui se déploie. J'aurais très bien pu me contenter de parler de l'héritage de Lacan et des psychanalystes qui lui ont succédé. Je pense notamment à Didier Anzieux et à sa théorie du moi pot, à André Green qui a fait un excellent travail sur les états limites, à Françoise Dolto et à Maud Manoni qui ont beaucoup fait pour la psychanalyse des enfants. Et plus près de nous encore, Juan David Nasio, Roland Gori et bien d'autres encore qui me pardonneront de ne pas les citer. Cette série de vidéos s'est proposée de vous exposer une brève histoire de la psychanalyse. Elle n'est que ma vision de cette thérapie, étayée par des ressources citées principalement dans les 2 premières vidéos. Elle n'a d'autre objectif que d'aiguiser votre curiosité et de réfléchir sur les différentes thérapies qui vous sont proposées aujourd'hui. La psychanalyse n'en est qu'une parmi beaucoup d'autres. Je reste ouverte à toute discussion ainsi qu'à tout apport d'informations complémentaires.